Une jeune femme de 17 ans et son ami sont partis en voyage en Australie et ont disparu sans laisser de traces. Malgré une recherche exhaustive et de nombreux témoins, leur sort est resté inconnu pendant 18 ans. Lorsque ce terrible mystère a finalement été résolu, un fait choquant est apparu: la police avait tout ce dont elle avait besoin pour résoudre l'affaire en quelques jours, mais leur négligence et leur manque de professionnalisme l'ont étiré sur près de 2 décennies. Dans cette vidéo, nous vous racontons ce qui est arrivé à Haley Dodd. Haley Dodd est née le 30 novembre 1981 en Angleterre. Lorsque la jeune fille était jeune, ses parents, ainsi que d'autres enfants, ont déménagé en Australie, s'installant dans la petite ville de Mandurah. La jeune femme était une excellente élève, pratiquait des sports et prévoyait de devenir vétérinaire ou enseignante, mais avant de décider définitivement de son choix de carrière future, elle voulait voyager en Australie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1999, à l'âge de 17 ans, elle est partie en voyage dans l'ouest de l'Australie avec sa meilleure amie Lisa. Leur plan n'était pas seulement de traverser les villes et les attractions locales, mais de passer quelques mois loin de chez elles. Les jeunes femmes prévoyaient de chercher des emplois temporaires le long du chemin pour couvrir leurs dépenses de logement, de nourriture et de voyage. Elles prévoyaient de faire de l'autostop entre les villes, ce qui dans les années 1990 en Australie ne semblait pas être une idée si dangereuse. À l'époque, il y avait eu un certain nombre de meurtres de jeunes femmes faisant de l'autostop dans le pays, mais comparé au nombre total de personnes faisant de l'autostop en toute sécurité, ces crimes n'avaient pas causé de peur massive. Cependant, Haley craignait que ses parents ne lui permettent pas de voyager de cette façon, même en compagnie d'une amie. Pour cette raison, elle leur a assuré qu'elle prévoyait de voyager en bus. Fin juillet, elle et Lisa se sont rendues dans une ville appelée Dongara. Là, elles allaient travailler comme ouvrières agricoles dans une ferme locale. Elles logeaient dans un camping où elles pouvaient obtenir un endroit pour dormir pour une somme modique. De tels endroits sont très demandés en Australie, principalement en raison de leur bon marché. Quelques jours avant de commencer à travailler, Hayley a décidé de profiter du temps libre restant et de se rendre chez des amis de la famille dans une ferme située à 200 km de là. Elle a décidé de faire de l'autostop pour s'y rendre, et Lisa ne voulait pas la laisser partir seule, mais Hayley a insisté qu'elle n'avait rien à craindre et qu'elle reviendrait dans quelques jours. Pour lui dire au revoir, Lisa lui a donné son couteau pliant pour se défendre et un peu de monnaie pour que Haley puisse l'appeler depuis une cabine téléphonique. Après avoir dit au revoir, elle a pris la route vers 8 h du matin. Des amis de la famille à la ferme l'attendaient, mais Haley ne s'est jamais présentée. Inquiets, ils ont appelé sa mère et l'ont informée. La femme craignait que quelque chose soit arrivé à sa fille, alors elle a immédiatement appelé la police. La première chose qu'elle a faite a été de composer un numéro d'urgence et de décrire la situation. Après avoir écouté son histoire, l'opérateur a pensé qu'il ne s'agissait de rien d'urgent, il lui a donc conseillé de se rendre au poste de police local et de déposer un signalement de personnes disparues, ce qu'elle a fait. Les détectives ont commencé leur recherche de Hayley, en commençant par reconstituer la chronologie des événements. La première chose qu'ils ont faite a été de se rendre sur le terrain de camping où Lisa séjournait. Elle était mortifiée d'apprendre que son amie n'était jamais arrivée à la ferme, mais la jeune femme a pu donner une présentation détaillée à la police. Elle a décrit avec précision tous les vêtements que Hayley portait ce jour-là, et a même dessiné une esquisse des boucles d'oreilles qu'elle portait pour la police. Haley avait acheté ces boucles d'oreilles quelques jours avant l'incident. Elle et Lisa étaient allées dans le magasin pour s'offrir quelques articles bon marché, et la jeune femme avait été attirée par ses bijoux. À l'époque, elle n'aurait jamais imaginé que ces boucles d'oreilles seraient la clé pour résoudre ce terrible mystère de sa disparition. Les détectives ont diffusé des informations sur la jeune femme disparue, ainsi que sa description. Bien qu'elle ait presque 18 ans, Haley avait l'air beaucoup plus jeune. Elle mesurait 152 cm et pesait un peu plus de 40 livres. La police a pu localiser assez rapidement le premier témoin. Il s'est avéré être le camionneur qui lui avait donné un lift ce jour-là. Selon l'histoire de l'homme, elle avait frappé à la fenêtre de sa cabine à une station-service et avait demandé un lift jusqu'à Moora, une ville proche d'une ferme. Le camionneur était en route vers une autre ville, mais il avait accepté de la déposer en chemin. L'homme l'a déposée à une intersection à environ 50 km de Moora, près de la ville de Bajingara, où elle devait quitter la route principale et prendre une route de campagne. Selon le routier, Hayley était de bonne humeur, bavardant avec lui tout le chemin et parlant de son voyage. Après avoir dit qu'elle était presque à court d'argent, il lui a donné 15 $ pour que la jeune femme puisse acheter quelque chose à manger. L'homme lui a également laissé son numéro au cas où elle ferait de l'autostop pour revenir. Il faisait des voyages sur cette route presque tous les jours et aurait pu la déposer à nouveau. Plus tard, les détectives ont reçu plusieurs appels de personnes ayant vu Hayley dans cette zone. Sur la base de leurs déclarations,
la police a conclu que la jeune femme était à pied le long de la route nord-ouest en direction de Mora. Apparemment, elle n'a pas pu trouver de conducteur à la station-service pour la prendre en autostop. Pour cette raison, elle a décidé de marcher le long de la route et d'essayer de faire de l'autostop. Sur la base du témoignage du prochain témoin, il a donné à Hailey un trajet jusqu'à la route Gunderdo, après quoi elle a continué dans sa direction à pied. Le témoin suivant était une femme qui conduisait le long de la route. Elle a repéré Hailey juste au moment où la jeune femme sortait de sa voiture et marchait vers Mora à pied. Dans l'ensemble, la police a été contactée par plus de 10 témoins. Après avoir rassemblé leurs déclarations, les détectives ont conclu que la jeune femme avait été vue pour la dernière fois vers midi sur la route nord-ouest, à environ 50 km de Mora. Il y avait cependant un autre témoin. Il n'avait pas vu Haley, mais avait néanmoins partagé une observation troublante avec la police. L'homme s'est arrêté sur le côté de la route nord-ouest car son moteur surchauffait. À un moment donné, il a entendu un chien aboyer, suivi d'un cri perçant de femme. Il ne pouvait pas voir la source du son, car cela aurait pu être assez loin. La route passait à travers une zone plate et vide où il n'y avait pratiquement aucun bruit parasite. Avec toutes ces informations en main, le pronostic de la police était décevant dès le départ. Le détective principal, Eddie Rowe, a décidé qu'il devait chercher le corps et ne pas considérer la possibilité que Hailey puisse être en vie. Mais la direction lui a interdit d'enquêter de cette manière, laissant cela au statut de recherche de la personne disparue. Il convient de préciser ici qu'une enquête pour meurtre aurait donné à la police plus d'options qu'une enquête sur une personne disparue, mais la police n'avait aucune piste qui aurait pu les mettre sur la trace de la jeune femme, ils se sont donc rapidement mis à chercher des kidnappeurs potentiels. En peu de temps, ils ont pu identifier plusieurs dizaines de suspects qui vivaient dans la région, mais finalement la police s'est concentrée sur 3 hommes, l'un travaillait comme enseignant dans une école locale, un autre était jardinier à temps partiel là-bas, et le 3e habitait non loin de l'endroit où Hailey avait disparu. Interrogés, chacun d'eux ont plaidé non coupable et ont fourni des alibis. La police n'a pas pu conclure avec certitude à leur innocence, mais elle n'a pu trouver aucune preuve du contraire, mais bientôt la situation a changé de manière spectaculaire. Les enquêteurs ont été approchés par un voisin de l'un des suspects, un jardinier de 43 ans nommé Francis Wark, qui travaillait dans l'école. Il leur a dit que le jour de la disparition de Haley, Francis a emprunté sa voiture pour faire des courses à Mora. Quand il est rentré chez lui, vers 13 h, un voisin a remarqué des dégâts à l'intérieur de la voiture. Le bouton de clignotant était cassé et le tableau de bord présentait également des traces d'impact. Le voisin n'a même pas eu le temps de demander ce qui était arrivé à la voiture. Francis est rentré chez lui, a déposé les sacs de courses dans la cuisine, est monté sur sa moto et est parti. Cette histoire a semblé étrange à la police et ils ont décidé de réinterroger Francis. L'homme a déclaré qu'au moment de la disparition de Hailey, il était à plusieurs kilomètres du lieu présumé de son enlèvement. Selon son histoire, après être rentré chez lui, il est immédiatement parti à une fête dans la ville de Perth sur sa moto. Mais il n'était pas censé y arriver ce jour-là. En chemin, il a dépassé la limite de vitesse et a eu un accident grave qui l'a conduit à l'hôpital. Les informations disponibles ont été suffisantes pour que les enquêteurs posent la question parfaitement logique, où allait-il avec une telle précipitation ? Son propre témoignage semblait très étrange et les enquêteurs ont décidé de demander un mandat de perquisition pour sa maison. Les agents ont fouillé sa résidence, mais ils n'ont pas pu trouver de preuves potentielles. Ils ont également fouillé la voiture et ont enlevé les housses de siège pour que les experts puissent les examiner en laboratoire. Malheureusement, tout cela n'a pas donné de résultat et Francis a été laissé tranquille. Presque immédiatement après cela, il a déménagé de l'autre côté du pays, dans le Queensland, et les détectives sont restés les mains vides, le dossier étant mis de côté pour une longue période. Ils ont essayé de trouver de nouveaux témoins et des preuves pour faire avancer l'enquête, mais en vain. Cela a duré 8 longues années jusqu'à ce que Francis réapparaisse sur le radar de la police en 2007. À l'époque, il vivait dans une petite colonie reculée de l'Outback. Un matin, un couple de personnes âgées qui vivaient à côté de lui étaient assis sur le porche de leur maison. À un moment donné, ils ont remarqué avec horreur qu'une jeune femme complètement nue courait dans leur direction et que sa tête était couverte de sang. Elle a demandé de l'aide, et les résidents de la maison ont appelé la police. La victime a déclaré qu'elle avait essayé de faire de l'autostop la veille au soir. Un homme s'est arrêté devant elle et lui a offert un trajet. À un moment donné, il lui a dit qu'il devait aller chercher de l'essence et remplir sa voiture. Ils ont conduit jusqu'à une maison au milieu de nulle part, et il a appelé la femme à l'intérieur et lui a offert du thé. Malheureusement pour elle, elle a accepté. Presque immédiatement après cela, il l'a attaquée et, après une brève lutte, l'a attachée. Au cours des heures suivantes, la victime a été soumise à une torture et une violence indescriptibles.
Son agresseur a également arraché l'une de ses boucles d'oreilles et l'a prise pour lui. Comme vous l'avez peut-être deviné, cet homme était Francis. Au matin, la femme a réalisé qu'elle pouvait enlever la corde de ses mains et ensuite libérer ses jambes et courir. Elle a desserré la corde, attendu le bon moment pour que Francis s'éloigne le plus possible, et a couru vers la porte arrière de la maison. Avant de partir, elle a enlevé son pendentif et l'a jeté sous le lit. La femme craignait que la police ne trouve aucune corroboration de son histoire, elle a donc décidé de laisser un objet personnel chez lui, et cela a vraiment fonctionné. La police a fouillé la maison de Francis, a trouvé le même pendentif, et a arrêté l'homme. Au procès, il a rapidement réalisé qu'il ne pouvait pas s'en sortir et a décidé de confesser ce qu'il avait fait. Il a été condamné à 12 ans de prison. La police d'Australie-Occidentale, qui a géré l'affaire Alledod, a été informée de l'arrestation de Francis, mais n'a pas semblé du tout intéressée. Aucune action n'a été entreprise par les enquêteurs pour relancer l'affaire vieille de 8 ans, qui ressemblait de si près aux circonstances du crime de Francis. Ce n'est qu'à force d'insistance de la mère de Haley que les enquêteurs ont accepté de rouvrir l'affaire, mais ils ont rapidement conclu qu'il n'y avait toujours aucune preuve contre Francis, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient rien faire à ce sujet. Toutes ces années, la famille de Haley a essayé d'inciter la police à enquêter en profondeur, mais ils leur ont assuré qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. Désespérés d'attendre de l'aide des forces de l'ordre, les proches ont dépensé des dizaines de milliers de dollars pour engager des enquêteurs privés, mais en vain. L'affaire n'a pris un nouveau tournant que 6 longues années plus tard, en 2013, lorsqu'un fait extrêmement scandaleux est venu à la lumière. Il s'est avéré que la police avait tout simplement oublié les preuves qui se sont révélées être la clé de l'affaire. L'examen médical, Tracy Horn, a déposé une demande pour rouvrir l'enquête. La raison en était que les mêmes couvre-sièges de voitures saisis chez le voisin de Francis en 1999 avaient été trouvés dans le stockage des preuves. Soudain, il est apparu que pendant 14 ans, ils n'avaient jamais été testés pour le sang, l'ADN et d'autres preuves. Lorsque les experts les ont récupérés, ils ont immédiatement pu trouver une boucle d'oreille de femme qui s'était coincée dans le tissu des couvre-sièges. En utilisant un dessin de Lisa, qu'elle avait dessiné pour la police juste après la disparition de son amie, les enquêteurs ont été horrifiés de voir, c'était la même boucle d'oreille que Haley portait sur la photo de sa disparition. Mais ce n'était pas tout, un cheveu humain a été trouvé sur l'un des tapis de voiture qui avait également été retiré de la voiture. Les experts en ont extrait un échantillon d'ADN qui correspondait à celui de la mère de Hailey Dodd. Cela signifiait que le cheveu était très probablement celui de Haley, mais cette probabilité n'était pas de 100%, ce qui rendait très difficile de poursuivre Francis dans les délais les plus courts. Dès que la nouvelle a filtré dans les médias, une vague de critiques s'est abattue sur la police. Pendant 14 ans, cette preuve se trouvait littéralement sous le nez des enquêteurs, mais pendant tout ce temps, ils ne s'en étaient jamais souvenus. Bien sûr, une telle découverte a instantanément changé le cours de l'affaire, et les enquêteurs sont allés de l'autre côté du pays pour interroger à nouveau Francis. Au moment des faits, il était toujours en prison pour avoir agressé une femme en 2007. L'homme leur a donné la même histoire qu'il leur avait racontée 14 ans plus tôt. Il a nié toute implication et leur a assuré qu'il faisait des courses à Mora au moment de l'enlèvement d'Haley. L'interrogatoire, qui a duré près de 4 heures, n'a pas abouti, alors la police a dû préparer le dossier pour aller en procès. Ce n'est qu'en 2015 qu'il a été formellement inculpé du meurtre de Hailey et déporté en Australie-Occidentale. 2 ans plus tard, fin 2017, le procès a commencé. La défense de Francis a insisté sur le fait que toutes les preuves présentées étaient circonstancielles. La boucle d'oreille qu'Haley avait achetée dans un magasin local était très bon marché et populaire, elle aurait donc pu être laissée dans la voiture par une autre femme. Le cheveu trouvé dans la voiture montrait une correspondance presque à 100% avec l'ADN de Hailey, mais pas une correspondance exacte absolue. Bien qu'une erreur ici aurait été très peu probable, cela a suffi pour les avocats, mais tous ces arguments semblaient peu convaincants pour le juge. Peut-être que Francis aurait encore une chance de s'en sortir s'il n'avait pas commis son crime en 2007. Mais alors, il n'a pas seulement kidnappé une femme qui faisait de l'autostop, il a également pris sa boucle d'oreille. L'accusation a estimé que l'homme collectionnait les boucles d'oreilles de ses victimes comme des trophées, ce qui n'a fait qu'augmenter les soupçons contre lui à la fin. En conséquence, le juge l'a reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre de Hailey Dodd, le condamnant à 21 ans de prison. Tout cela s'est produit alors que sa peine précédente était encore en suspens. Francis avait 62 ans au moment de sa condamnation, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La cour a estimé que Francis avait kidnappé et tué Hailey, puis caché son corps, mais il n'a jamais été retrouvé et l'homme lui-même a refusé de plaider coupable. La mère d'Haley a demandé à plusieurs reprises au tueur de lui dire où il avait caché le corps, mais en vain, et en 2018,
elle a contribué à faire adopter une nouvelle loi qui stipule que les meurtriers ne sont pas éligibles à la libération conditionnelle s'ils refusent de révéler l'emplacement des corps de leurs victimes. En 2020, un autre événement très médiatisé s'est produit. La Cour a accordé l'appel de Francis pour annuler sa condamnation et a fixé une nouvelle audience. Ses avocats ont de nouveau essayé d'affirmer que l'homme n'aurait pas eu le temps d'enlever Hailey entre son voyage à Mora et son retour à la maison, mais le tribunal a estimé que le laps de temps lui permettait largement de le faire, notamment compte tenu de la précipitation avec laquelle il est rentré chez lui et est immédiatement reparti pour Perth en moto. De plus, la boucle d'oreille, ainsi que les cheveux, figuraient toujours sur la liste des preuves clés contre lui, mais Francis a tout de même réussi à faire changer sa peine. Le tribunal l'a reconnu coupable d'homicide involontaire, réduisant sa peine de 21 à 18 ans, mais grâce à une loi adoptée en 2018, il ne serait pas en mesure de sortir librement même après ce temps s'il refusait d'identifier l'emplacement du corps. Il y a un autre point dans toute cette histoire qui occupe encore les détectives à ce jour. Ils sont sûrs que de nombreuses autres femmes sont devenues victimes de Francis et qu'aucune d'entre elles n'a réussi à s'échapper. Ce maniaque pourrait avoir pris des jeunes femmes sur les routes pendant des décennies et ce qui leur est arrivé ensuite, seul lui le sait. L'un des cas similaires les plus probables est la disparition d'une femme fin 2005. Elle a fait de l'autostop pour se rendre dans une autre ville et n'a plus jamais été vue. Le détective en charge de l'affaire est convaincu que Francis l'a kidnappée, car il connaissait la victime personnellement, mais il n'y a pas de preuves à l'heure actuelle. Peut-être que la police le retrouvera dans leur entrepôt quelques années plus tard, mais cela ne fera pas beaucoup de différence pour le coupable. Si la police avait examiné la voiture plus attentivement, Francis aurait été arrêté dès 1999. Maintenant, on ne peut que deviner combien de vies il a ruinées au fil des ans, mais tôt ou tard, le mystère pourrait être résolu. Il y a une autre chose effrayante dans toute cette histoire. Rappelez-vous qu'au début de l'enquête, la police a identifié 3 principaux suspects, dont Francis. Maintenant, l'un d'entre eux a tué sa femme 5 mois après la disparition de Hailey, et l'autre, qui travaillait comme enseignant, s'est avéré être l'un des pires agresseurs d'enfants de l'histoire australienne. Dommage que la police n'ait pas eu les moyens de les arrêter à l'époque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like et de partager votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.